Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que c'est bien passé, que le déjeuner s'est bien passé. On a eu une matinée assez riche et on va continuer cet après-midi sur l'actualité du secteur avec les présidentes et présidentes de fédérations que je vais vous présenter. Alors un petit commentaire pour les internautes. On a des replays qui seront organisés, des plénières et qui seront disponibles prochainement sur le site internet de l'Union sociale pour l'habitat. Mais je vous propose donc qu'on attaque cette plénière qui est donc réservée à l'actualité du secteur. Et je vais vous présenter mes invités. Yannick Borde, président de Procivis UESAP. Bonjour. Valérie Fournier, présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Bonjour, bienvenue. Marie-Noëlle Lindemann, présidente de la Fédération des sociétés coopératives d'HLM. Marcel Rogemont, président de la Fédération des offices publics de l'habitat, bonjour et bienvenue. Et Jean-Luc Vidon, président de la Fédération nationale des associations régionales. Je suis très contente de vous avoir tous autour de ces tables parce que nous avons discuté de beaucoup de choses déjà ce matin, depuis le début de la plénière, beaucoup d'actualités. On a parlé un petit peu crise de logement, besoin en logement. On a parlé et on va continuer à en parler d'inflation. Et moi, j'avais envie de commencer avec une question un peu générale sur ce contexte, sur comment vous vivez ce contexte actuel face aux attentes, face au constat qui a l'air d'être partagé par les différents acteurs du secteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par vous, peut-être. Yannick Borde. Bonjour. Alors effectivement, on est dans une période depuis quelques mois assez difficile. Hein. Le réseau Procivis, peut-être par rapport à différence de mes collègues, on est présent, nous, à la fois sur l'accession à la propriété, on est présent aussi sur le secteur concurrentiel, et puis pour une partie dans le parc locatif social avec le groupe PLS. Je laisserai plutôt la partie locative sociale à Valérie, Marie-Noëlle ou Marcel. Merci. Sur le contexte, on est parti d'une période où il y avait une très grosse difficulté à produire et à sortir les opérations, à obtenir les permis dans de bonnes conditions. Et puis après est venu se rajouter à ça, pratiquement avec le déclenchement de la crise ukrainienne, une flambée des prix sur les coûts de construction. La suite, c'est les taux d'intérêt qui se sont à nouveau manifestés à la hausse, l'inflation, etc. Donc une vraie difficulté d'offres. Il y avait eu le président de la République qui avait annoncé dès 2017 un choc d'offres. On avait déjà dit plusieurs fois ici, à plusieurs reprises, qu'il n'était pas venu. Il s'est énormément freiné sur les 18 derniers mois. Et puis depuis 12 mois, et de façon décroissante quasiment de mois en mois, on a une disparition de la demande, un effondrement de la demande. Alors il y a les mêmes facteurs qui jouent évidemment. À ça, il faut rajouter certainement le niveau de prix aujourd'hui. Les taux d'intérêt ont quand même consommé à peu près 20% de capacité d'investissement des ménages modestes. Et comme le logement, nous, on le conçoit en tout cas comme ça, puisqu'on a la particularité d'être sur une grande partie de la chaîne, c'est que quand il y a un maillon de la chaîne qui est très affaibli, et le maillon le plus affaibli, à mon sens, aujourd'hui, c'est l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire les classes moyennes et leur permettre d'acheter leur logement. C'est les conséquences de la suppression d'appel à accession, c'est le recentrage du prêt à taux zéro, enfin tout ce que chacun d'entre vous connaissez, fait qu'on a un effondrement de la demande qui vient se rajouter à une difficulté de la production. Donc c'est assez compliqué, parce qu'en général, on avait rarement les deux. Mais là, on a les deux à des niveaux assez effroyables, puisque quand vous regardez la pente de 12 mois glissants en 12 mois glissants, le moins 40 est devenu moins 50, et on ne voit pas pour l'instant trop d'inversement de pente. Et puis peut-être dernière petite chose pour que tout le monde puisse s'exprimer. Nous, la stratégie, c'est à la fois, comme on est sur des métiers hyper capitalistiques, hein, tous ceux qui sont dans la salle le savent, hein, il faut des fonds propres pour faire nos métiers quand même si de temps en temps certains ont tendance à l'oublier par ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, c'est d'être dans un discours où attention aux expositions et aux risques qui sont pris. Pour autant, les besoins sont là. Et en même temps, attention à notre exploitation pour ne pas déstructurer nos outils économiques. Voilà, c'est un petit peu le message qu'on essaye de partager avec les 46 dirigeants du réseau. Merci beaucoup Yannick Borde. J'ai envie de me tourner vis-à-vis de vous, Valérie, et puis Marie-Noëlle, justement sur la partie logement social. Quel constat, dans quelle disposition êtes-vous face à tout ce qui se passe à l'heure actuelle, dans le contexte actuel? Valérie Fournier. Bonjour à tous. Sur le bilan du contexte actuel, on est effectivement soumis,
comme tout le monde, à une situation inflationniste qu'on avait oubliée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'avoir un niveau d'inflation haut dans la dernière période n'existait pas. Donc, ce qu'on a dit depuis le début du précédent quinquennat, qui avait quand même inauguré une ponction très forte avec la RLS sur les bilans locatifs des organismes, ce bilan locatif des organismes aujourd'hui, il est ponctionné. Et je pense qu'il l'est durablement. Je ne pense pas que M. Vergrit nous dira l'inverse. Et bien évidemment, il ne génère plus, comme l'a dit Yannick, les fonds propres pour pouvoir produire. Donc ça veut dire que, en fait, depuis le début de la rénovation urbaine, nos organismes sont en sur-régime. Ils énormément investissent. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de reconstitution de ces enveloppes de fonds propres. Donc c'est ça qui pose sujet. Et ce qui nous pose sujet aussi, c'est que un organisme HLM, il investit sur un temps long, avec des prêts à 40 ans, il renouvelle. Donc on est dans un modèle en tout cas de maintien de l'offre du parc ad vitam aeternam pour répondre aux besoins du logement des plus pauvres. Et ce modèle, aujourd'hui, il est en train d'être remis en cause, à la fois parce que notre bilan locatif n'existe plus, à la fois parce qu'aujourd'hui, ce qui fait nos fonds propres, c'est de l'exceptionnel. Donc c'est du patrimonial qui est en train de partir et que nous n'avons pas de ressort pour les reconstituer. Donc c'est ça dans lequel nous pose l'inflation. Voilà. Et après, on converge avec le gouvernement pour dire que le marché doit se réguler quand on est libéral, à la fois à la hausse et aussi à la baisse. Par contre, en matière immobilière, il y a un temps de latence très fort entre le moment où la personne comprend que son bien vaut moins et le moment où elle va accepter de le vendre moins. Et c'est ça qui est devant nous. Marie-Noëlle Lindemann, merci beaucoup. Vous partagez ce constat de sur-régime, de temps qui est long et donc il y a un décalage aussi, et ça pose problème? Absolument. Vous pouvez poser directement le micro sur votre menton. Absolument. Absolument, je partage, mais je voudrais d'abord dire qu'on est dans un changement radical de cycle. On n'est pas simplement dans une crise passagère. Il y a une inversion de tendance par rapport aux années que nous avons connues. Premièrement, le prix de l'énergie, c'est pas de mal avec qui baisse. Or, il pèse très lourd sur nos activités de construction et la charge des ménages et l'ensemble d'activités. Deuxièmement, les taux d'intérêt qui ont remonté, tout semble indiquer que c'est quand même assez durable. Et troisièmement, la question de l'inflation qui ne peut pas être isolée du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on peut avoir une inflation à 4, 3,5, mais si les salaires, les revenus n'évoluent pas, le problème de la détérioration du pouvoir d'achat est pour nous un enjeu capital. Parce que l'inflation, pendant les années de forte inflation, était souvent liée à l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire une adéquation entre les deux. Le décrochage du niveau des revenus par rapport à l'inflation nous percute de manière énorme. Alors par rapport à ça, on pourrait attendre qu'il y ait des changements de paradigme qui soient réfléchis et négociés avec les pouvoirs publics. Le premier, c'est tout le débat autour de la RLS. On pouvait dire ce qu'on voulait avant, mais enfin, elle se pose en termes nouveaux, notamment par rapport à la question, on ne va pas pouvoir durablement augmenter nos loyers plus que les revenus et les salaires. Et par ailleurs, si l'APL ne bouge pas, si on ne nous redonne pas des marges de manœuvre, notre seule marge de manœuvre, c'est les loyers. Donc ça ne tiendra pas. Et c'est fondamental de le dire et de le dire vite. La deuxième chose, c'est la question des taux d'intérêt qui, dans l'accession sociale, puisque les COP HLM ont fait beaucoup d'accession sociale, a évidemment un impact très important. Et il faut bien dire que même dans la période des taux d'intérêt favorables, l'accession sociale s'est accrue, l'accession s'est accrue, mais pas l'accession sociale. C'est-à-dire qu'on est dans un mécanisme où les gens devenaient de plus en plus accédants quand ils étaient aisés, et de moins en moins dans les couches populaires intégrées, parce que c'est évidemment rarement les très très pauvres qui peuvent accéder à la propriété. Et donc cette politique de renouer avec une certaine accession populaire, elle est posée, heureusement, il semble qu'on ait des décisions qui limitent la casse et nous maintiennent le PTZ, mais sur certains produits, etc. Mais c'est quand même un choix de société,
Parce qu'on ne peut pas nous dire, le ministre, ah ben il faut de la mobilité dans le parc. Et puis les gens, soit ils ne trouvent pas dans le privé des loyers abordables, soit ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Bon, évidemment, il n'y a pas de mobilité dans le parc. Bon. Dernière chose que je voudrais dire, c'est l'importance de considérer le logement comme un élément économique déterminant. Parce que là, on est plutôt dans un discours où les gouvernants et une partie des experts considèrent que le logement, c'est essentiellement une politique de la rente. Ce qui est en partie vrai pour ce qui est de la rente foncière et immobilière, dont il faut bien dire que quand on regarde sur 30 à 40 ans, toute une partie des aides publiques ont été faites, se retrouvent finalement dans le prix du foncier. Et ça, c'est quand même pas acceptable. Et ça pose la question de, si c'est un champ économique, quelle forme de régulation complémentaire au marché s'impose? Régulation fiscale sur le prix du foncier et d'autres éléments. On reviendra en deuxième question justement sur les solutions et ce que vous préconisez, les pistes élaborées par l'État et puis les pistes que vous préconisez. Je continue le tour de table avec Marcel Rogemont pour justement le constat de base. Marie-Noëlle Lindemann vient de dire, c'est des tendances durables, hein, taux d'intérêt, prix de l'énergie, c'est pas quelque chose qui va disparaître tout de suite. Il faut s'adapter à ça, il faut voir ce que ça a comme impact sur les bailleurs. Tout d'abord, je pense que je vais mettre en valeur un travail qui a été fait par l'Union sociale pour l'habitat pour essayer de savoir quelle était la nature des besoins devant lesquels nous sommes. Je passe sur les critères, vous allez lire ça très prochainement dans les documents de l'Union sociale. Les besoins en logement chaque année pour la France, c'est 598 000 logements, tout compris, dont 198 000 logements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est un constat que l'Union sociale pour l'habitat fait. Et je ne doute pas, naturellement, que dans le pacte de confiance, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit un pacte de confiance d'ailleurs maintenant, parce qu'il n'y a pas de confiance, donc on ne peut pas faire de pacte. Enfin, donc il y aura un texte ou une déclaration. Est-ce que cette déclaration va répondre à l'analyse que l'Union sociale pour l'habitat fait en termes de besoins pour financer la production neuve? Excusez-moi, j'aborde peut-être d'autres questions, mais c'est comme ça. Déjà sur le constat et puis après on va rentrer dans le détail. D'accord avec vous. Pour qu'on puisse faire le tour tous ensemble au même rythme. Oui, je fais le tour de mes questions, il n'y a pas de problème. Je constate simplement, c'est qu'au conseil d'administration du FNAP, Fonds national des aides à la pierre, à la question, vous supprimez le lien entre autorisation d'engagement et crédit de paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 1er janvier 2024, 2 milliards d'autorisation d'engagement cherchent un financement. Vous avez les uns et les autres dans vos comptes des agréments et donc un espoir de financement pour un montant de 2 milliards au 1er janvier 2024. Et ce que nous a dit les gens qui travaillent pour le gouvernement, on devrait trouver de l'argent, machin, etc. Machin. Il reste entre 1,5 milliard et 1,2 milliard qui ne sont pas financés. Donc, première question qu'on pourra poser au gouvernement, comment vous faites? Je ne dis pas pour développer la production, mais pour payer les engagements qui ont été pris. Je ne parle pas de la production qui est à venir, hein, puisque vous avez compris qu'on est passé de 126 000 agréments en 2016. Cette année, on va avoir du mal à dépasser les 80 000 et que l'année prochaine, on sera en dessous de 70 000. Donc voilà, la première question c'est dire, excusez-moi de parler de ça, mais la première question qui se pose, on ne peut pas entendre parler de construction de logements sociaux dans une telle situation. C'est clair, net et précis. Et donc, bien sûr, pour notre fédération, on va insister quand même sur ça, un petit peu, hein, quand même.
Je vous coupe pour finir le tour, pour qu'on puisse... parce qu'après, on va en revenir sur vos attentes. Et vous me posiez la question sur la transition, j'abordais justement la question. Bon, c'est juste pour qu'on puisse... Voilà, là, c'était l'idée de faire un premier constat. Je développerai les deux autres points. Et après, vous tard. développerez. Je continue avec vous, Jean-Luc Vidon, président de la Fédération nationale des associations régionales. Même question. Constat est quand même assez costaud. Il est partagé par tous. Qu'est-ce que vous en retenez justement là-dessus, de manière un peu globale pour commencer? Je représente ici les associations régionales HLM, donc, qui sont présentes sur tout le territoire. Ce qui veut dire que les constats que nous faisons, c'est des constats qui sont généraux, qui sont différenciés par territoire, mais dans lesquels on retrouve des constantes. D'abord, la brutalité des crises que nous vivons, qui sont arrivées rapidement, depuis 2 ans. Dégradation, il y a des choses qu'on voyait venir, comme la baisse de la production depuis la RLS, depuis 2017, mais il y a des choses qu'on voyait moins venir sur l'inflation, la guerre en Ukraine, et puis il y a la question climatique quand même, qui s'invite de plus en plus dans le paysage, de façon de plus en plus rapide, beaucoup plus rapidement que ce que nous n'imaginions, ce qui fait que même nos schémas de réhabilitation du parc, nos schémas de traitement du parc contre les fragilités liées à la crise climatique, eh bien, c'est des choses sur lesquelles nous devons aujourd'hui nous re-questionner, parce qu'on voit bien que nous ne serons pas au rendez-vous. Et il y a des choses sur lesquelles on peut se permettre de ne pas être au rendez-vous. Quand il s'agit de la dégradation de la planète, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Donc ça, c'est le premier... Comment ? On n'a plus tellement le temps non plus. On n'a plus tellement le temps, on n'a plus tellement le choix. Nous travaillons dans la durée, mais nous devons également travailler rapidement. Alors, cette crise, elle s'exprime de façon brutale par des situations. Et derrière les chiffres que nous citons, c'est-à-dire derrière l'absence de production de logements en nombre suffisant, derrière les insuffisances de la réhabilitation, il y a des situations individuelles, il y a des personnes en souffrance, il y a de la pauvreté qui s'installe de plus en plus fortement et qui touche tous les territoires. Il y a beaucoup d'inquiétude et de fragilité. Et la fragilité, ce n'est pas seulement, entre guillemets, les personnes les plus démunies. C'est les jeunes, c'est les étudiants qui n'arrivent plus à se loger, c'est les salariés d'entreprise qui n'arrivent plus à bouger, c'est les personnes qui voudraient avoir un parcours résidentiel qui ne peuvent plus l'avoir. Cette situation-là, nous la connaissons de façon différente sur les territoires, mais elle appelle, et je termine par là, à 2 types de réponses, à mon sens, et on y reviendra tout à l'heure. Oui. Il y a une réponse globale. L'État est garant de la politique du logement en France, et le logement est un droit. À partir de là, nous devons avoir une visibilité pour apporter des réponses à l'échelle de la nation. Et puis, ensuite, il faut que ces réponses, elles puissent être différenciées par territoire, de façon à traiter des problèmes qui peuvent être différents à la bonne échelle. Et là-dessus, les associations régionales sont au rendez-vous avec les acteurs locaux de l'habitat. Eh ben, je reste avec vous pour la suite, puisque vous avez amorcé un petit peu l'idée. Moi, j'ai envie de vous faire réagir à déjà ce qui est un petit peu mis sur la table, avec le projet de loi de finances, notamment 2024, qui vient d'être présenté. On entend parler aussi, et on a entendu le ministre ce matin, monsieur le ministre, parler de décentralisation. Est-ce qu'on peut imaginer la décentralisation de la politique du logement, davantage de mobilité peut-être dans le parc social, du développement du logement intermédiaire? On a le prêt à taux zéro qui évolue, enfin qui est étendu. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment vous voyez les mesures qui sont prudemment installées dans le paysage avec ce projet de loi de finances? Je vais peut-être être très banal dans ma réponse, mais j'observe votre prudence dans la façon de me questionner. Écoutez, j'ai lu, non pas attentivement, mais j'ai parcouru le projet de loi de finances, les 415 pages, je crois. Je n'ai pas vu beaucoup de choses qui touchent à la politique du logement. Il y a quelques dispositions sur lesquelles Marie-Noëlle ou Yannick pourront revenir et qui sont un plus dans le paysage, mais globalement, nous n'avons toujours pas de réponse à la question, pour moi première, avant même celle des financements, qui est celle de la dynamique, qui est celle de la visibilité. Nous sommes des acteurs qui travaillons dans la durée. Nous ne pouvons pas travailler année après année, PLF après PLF. Nous devons avoir une ligne. Et c'est ce que nous souhaitions avec le pacte de confiance qui nous avait été proposé d'ailleurs par le gouvernement après la réélection d'Emmanuel Macron. Nous attendions finalement la possibilité d'y voir clair sur 5 ans pour pouvoir nous organiser, même par gros temps, avec les événements extérieurs dont on a parlé.
Or, nous n'avons rien aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré le CNR logement, dont on a parlé tout à l'heure, nous n'avons pas cette visibilité qui nous permette d'inscrire notre action dans la durée. Et puis, nous n'avons pas le carburant qui nous est nécessaire pour tenir dans la durée. Nous faisons, je l'ai dit, une course de fond, une course d'endurance. Et pour ça, nous devons être ravitaillés. Eh bien, le ravitailleur État n'est aujourd'hui pas forcément au rendez-vous. Et le rendez-vous, il est à la fois pour la construction, parce que les chiffres sont terribles quand on voit la chute de la production. Moi, j'exerce en Île-de-France. Eh bien, on devrait faire 37 000 logements par an en agrément. On est à moins de 20 000 actuellement. Et on empile les demandeurs de logement. On en est presque à 800 000. Il y a un moment où les chiffres n'ont plus de sens. Mais je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que derrière les chiffres, il y a des personnes, il y a des situations individuelles. Et derrière d'autres chiffres, il y a des locataires ou des demandeurs de logement en attente que nous n'arrivons plus à loger. Et donc, si vous voulez, ce que nous attendions dans le projet de loi de finances, c'est des réponses plus claires. D'abord, pour tracer une ligne, l'État doit le faire. Et puis ensuite, pour définir les moyens de mener cette politique. Moi, j'entends la décentralisation. C'est sans doute une très bonne chose. D'ailleurs, elle existe déjà et les associations régionales seront au rendez-vous de la décentralisation. Simplement, on ne décentralise pas sans ligne politique claire. La politique nationale du logement n'est pas l'addition des politiques locales de l'habitat. C'est quelque chose de plus. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Marcel Rogement, même demande de clarification sur la visibilité, la direction, la dynamique qui est à donner et qui ne semble pas forcément inscrite dans le projet de loi de finances 2024. Le problème majeur des organismes d'HLM, c'est qu'on paye à la fin du mois les salariés. C'est qu'on paye un certain nombre de services pour les locataires. Et on essaie de dégager un petit peu d'argent pour investir. Aujourd'hui, comment le gouvernement, on a tendance à dire Bercy, mais c'est pas l'administration. Bercy a les clés de la bourse. Hein, oui, non, mais c'est des élus. Hein, pas, moi, je n'attaque pas les services. Sinon, je serais obligé d'attaquer les gens qui travaillent pour moi. Non, je ne suis pas d'accord. Les élus. Moi, ce que je constate, alors eux, ils constatent que les autofinancements des organismes, en gros, sont pareils. Sauf que l'autofinancement sur les loyers a été divisé par 2, voire 3, et que c'est parce qu'on vend des logements qu'on arrive à stabiliser notre autofinancement dans un secteur économique dont vous savez les difficultés. Je ne repasse pas sur le taux du livret A, les coûts de la construction, etc. Donc, il y a un problème majeur de compréhension. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on part vers 60 000 logements sociaux construits dans une année. Enfin, construits. Non, pas construits. Pas construits. C'est des agréments. L'année dernière, en augmentation nette de logements sociaux, c'est 58 000. Lisez là encore les documents de l'Union sociale pour l'habitat. Ah oui, tu vas en parler. Bon, bah tant mieux. Alors, vous voyez, je suis trop optimiste pour Marie-Noël. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première question. Je reviens tout à l'heure, je vous parlais de la production. Il y a un problème majeur. La transition économique, pourquoi? Parce que pour nous, c'est la quittance qu'il y a derrière. Quand on a une crise énergétique dont on sait que ça continuera, c'est la quittance. J'ai fait faire une analyse pour la Fédération des offices de ce que coûterait le fait que les EFG dépassent, enfin, soit dans les A, B, C. Il faut qu'on multiplie par 3,5 nos investissements entre 2022 et 2034. C'est pourquoi je dis il ne faudrait pas que le gouvernement se mette dans la situation où nous devrons gérer des logements classés E avec des locataires qui ne paieront plus leur loyer ni leurs charges. C'est de cela dont on parle. Et aujourd'hui, pour la simple fédération des offices, il faudrait 400 millions d'argent gratuit, des subventions, pour être très clair, et il faudrait la seconde vie. Voilà. Ça veut dire, et ça, c'est ce que nous demandons. Alors, 400 millions pour nous, les ESH sont plus importants que nous, hein, puisque vous avez 200 000 logements de plus. Donc vous multipliez par ça, c'est autour d'1 milliard. Nous demandons simplement MaPrimeRénov' HLM.
C'est pas compliqué, on met 4 ou 5 milliards pour MaPrimeRénov', il est relativement aisé d'en enlever un petit milliard pour nous. Nous représentons 17% des résidences principales et dans la construction des nouvelles résidences principales, nous représentons 25% de la construction des résidences principales nouvelles. Donc on demande simplement, et c'est une question, la deuxième question que je posais au gouvernement, non mais attendez, je termine là, c'est la deuxième question. Si on n'a pas les réponses sur la production neuve, si on n'a pas de réponse sur la transition écologique, j'allais dire, les bras m'en tombent. Je veux dire, on ne peut pas demander, l'impossible. Alors, je vais poser la question je vais faire le relais de ce que vous dites, c'est-à-dire des attentes sur à la fois la production et à la fois des aides pour la rénovation énergétique, puisque c'est un enjeu fort. Marie-Noëlle Lindemann, côté Société Coopérative d'HLM, c'est les mêmes attentes, un peu par rapport à ce qui est proposé là, qui semble peut-être un peu maigre par rapport aux enjeux à traverser. D'une part, c'est maigre, voire nul, c'est-à-dire on n'a quasiment rien de neuf, et même plutôt moins. Hein. Bon, là, je rappelle que nous, on est effectivement satisfait du fait que la suppression du PTZ, oui, la casse a été limitée pour l'accession sociale. Mais une fois que j'ai dit ça, d'abord, il va falloir tordre le cou à des lieux communs que tous les gouvernements nous ressortent avec les mêmes, depuis, comme je suis la plus ancienne... Mettez bien votre micro sur le menton. La plus ancienne est peut-être dans le grade le plus élevé. Depuis les années 90, on m'explique que le problème, c'est la mobilité dans le parc HLM. Deuxièmement, or on sait très bien les raisons pour lesquelles la mobilité est faible dans notre parc. 1, les sorties n'existent pas. 2, un appauvrissement assez massif de la population française. Deuxièmement, donc ça, il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas besoin de faire construire, puisqu'il suffit d'améliorer la mobilité. Oui, améliorons la mobilité, mais pas pour nous limiter à construire. Deuxièmement, on fait semblant. Par exemple, on nous dit cette année, 51 000 logements construits ou réalisés. Sauf qu'il y en a 12 000 qui ont été démolis et 10 000 qui ont été vendus. Bilan des courses, et c'est bien les chiffres de l'USH, 29 000 logements seulement HLM. 29 000 augmentations du parc. C'est dérisoire quand on voit l'évolution et démographique et de la société française et des transhumances géographiques. Donc on fait comme si, non, c'est pas vrai, on ne construit infime la construction de logements sociaux dans ce pays. Donc il faut se donner les moyens de les construire. Troisièmement, le sujet, c'est jamais le social. Le sujet, c'est l'intermédiaire, les catégories soi-disant moyennes. Mais c'est du moyen supérieur. Ce n'est pas la moyenne de la population française. Et on se concentre sur des nouveaux projets. Pendant ce temps-là, le cœur du problème, c'est-à-dire la fonction d'universalité du logement social, qui doit aller du très social au PLS, n'est pas traité. Ce n'est pas le sujet number one. Donc, dans le budget, vous voyez bien qu'on reste devant tout ce flou. Et alors, il y a l'immense question de la décentralisation. D'abord, expérience d'ancien ministre. Oui. Je le dirai après. Expérience d'ancien ministre. On adore les grands projets, jamais très précis, parce que pendant 2 ans, on ne fait rien et on ne dépense pas. Oui, il faut qu'on étudie, on va revoir et machin. Pendant ce temps-là, 0 centime déposé. Deuxièmement, et on en parlera sur le fond, décentraliser aujourd'hui une politique, 1, qui n'a pas de moyens, 2, dans le yaourt complet, là, c'est vraiment une question républicaine majeure. Majeure. Et personnellement, je trouve qu'en l'état actuel du dossier, il faut plutôt être d'une prudence de sioux que d'y aller tête baissée. Okay. Merci beaucoup. Valérie et puis Yannick, parce que je veux aussi qu'on ait le temps de réagir sur un autre sujet important. Yannick, allez-y, et puis après Valérie, ou Valérie, si vous voulez, réagir donc, par rapport à ce qui est proposé dans le projet de loi de finances, et puis par rapport à dans le projet de loi de finances, pratiquement tout est dit, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses, donc il y a énormément de déceptions, surtout qu'on était sorti d'une période qui était le CNR, où les acteurs, toute tendance et tout segment du marché de l'immobilier, du logement confondu, avait produit un certain nombre de choses assez constructives. Alors on savait que tout n'allait pas nécessairement être retenu, mais rien n'a été retenu, et même on a eu des annonces inverses. Alors Marie-Noëlle en a parlé, moi je vais revenir une seconde sur l'accession,
parce que je pense que c'est aujourd'hui un élément de blocage important du parcours résidentiel et donc du cheminement dans le parc. Si on ne libère pas du parc social ou du parc locatif privé d'ailleurs, parce que les deux sont touchés pratiquement de la même façon, tout est assez vitrifié. Donc le PTZ était malmené dans les annonces du mois de juillet. On a travaillé, la Fédération des COP et le réseau Procivis, sur essayer de sauver l'accession sociale de l'éligibilité au prêt à taux zéro. Globalement, c'est obtenu dans la version qui est arrivée au Parlement. Après, il y a quand même le recentrage sur le collectif sur une partie des zones, notamment les zones dites les plus tendues. Mais on ne va pas résoudre comme ça. Au contraire, je pense qu'on risque d'accélérer la difficulté du moment et la difficulté des classes moyennes à accéder à la propriété. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut dans ce pays une politique d'accession à la propriété ? Si on n'en veut pas, ce qu'on est en train de faire, c'est pas trop mal, sans doute. Mais si on en veut une, il va falloir peut-être changer un peu de calibre. Question de société aussi, hein, oui, choix. Question de société. Mais ce qui est un peu gênant, je trouve, c'est que on n'exprime pas la réponse en fonction réellement des besoins et des aspirations. Donc moi, je veux bien que une politique publique elle soit contre les attentes des gens, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Nous, le réseau, depuis le Covid, où il y a eu beaucoup de choses très vite dites en disant que ça allait être les zones urbains, rurales et tout ce qu'on voulait, on enquête et on essaie de documenter. 86% des gens veulent une maison individuelle. C'est sans doute beaucoup, c'est sans doute pas possible pour tout le monde. Ça répond pas aux ambitions de ZAN vraisemblablement pour un certain nombre de sujets. Mais en même temps, aller dire que ça sera pas zéro, ça sera pratiquement rien, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc il va falloir retravailler, je pense, ces questions-là. On a des ministres qui nous semblent être à l'écoute, mais en même temps, aujourd'hui, la traduction dans les faits, elle n'est pas là, quoi, donc très clairement. Et puis, dernier peut-être point sur lequel je voulais insister, parce que c'est Marie-Noëlle qui vient d'en parler, à l'aube des PLF, en fin de compte, on va ressortir tout un tas de sujets. Là, au mois de septembre, ça a été les investisseurs institutionnels qui allaient revenir dans le résidentiel. Sincèrement, nous, le réseau, on a la particularité d'avoir une société foncière résidentielle. Aujourd'hui, avec des pentes de taux d'intérêt telles qu'on a, avec des loyers qui augmentent un petit peu moins vite, même si pour les locataires c'est sans doute un peu trop, mais que la pente des taux d'intérêt, avec des taxes foncières qui explosent dans un certain nombre de territoires, la rentabilité d'un investissement dans le résidentiel non réglementé, elle est extrêmement difficile, voire impossible. Donc ne rêvons pas là non plus, ça ne va pas être un relais par rapport à la production d'offres de logement. Valérie Fournier, une réaction encore sur le PLF, sur le projet de loi de finances et puis les propositions en jeu. Alors, je partage ce qu'ont dit mes collègues, mais surtout, moi je dirais, ça fait le 4e PLF consécutif où on nous met dans la ouate. C'est-à-dire qu'on s'attend... Alors, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de ponction, quand même, il faut le dire. Non, mais on aurait pu avoir une mauvaise nouvelle, carrément. Voilà. Donc, on n'est pas ponctionné, donc on est assez content. Mais on n'a rien derrière. Et cette difficulté, vous savez, c'est comme quand on vous met sous sédatif. Là, vous êtes sous sédatif, etc. Et vous vivez dans un monde qui est un peu anesthésiant. Voilà. Et je pense que malheureusement, à un moment donné, l'anesthésie s'arrêtera et les difficultés sont devant nous. Donc je pense que ce PLF, il est vraiment... son ambition, en tout cas, c'est celle-là, c'est l'anesthésie à un moment où on aurait pu penser, comme l'ont dit mes collègues, que justement la résilience, la pérennité des organismes HLM qui sont toujours des acteurs des politiques publiques et qui le font de manière déterminée, aurait pu au contraire trouver une autre vocation et certainement répondre à beaucoup d'enjeux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut se le dire entre nous. Aujourd'hui, il y a au sein de l'État des gens et il y en a beaucoup, y compris dans nos organismes de contrôle, qui considèrent que le modèle universel dont Marie-Noëlle a parlé n'est plus le modèle français, que la pertinence du modèle français n'existe plus et qu'au contraire, répondre simplement à la sortie de rue et à la question des DALO et l'avenir du secteur social. Ça, c'est le modèle britannique. Il a montré tout son échec, parce qu'il faut quand même le regarder. On nous a bassinés sur les Anglais pendant des années. C'est un échec retentissant. On nous a bassinés sur la question de l'Allemagne. C'est aussi un échec où il y a aujourd'hui à nouveau besoin d'OLS en Allemagne. Donc moi, j'adore le comparatif européen. Je constate qu'il est toujours vécu d'une certaine façon, mais pas forcément d'une autre. Et le sujet qu'on a sur ce PLF aussi, c'est celui-là. C'est la défense du modèle résilient HLM, qui est, de mon point de vue, la seule protection.
Sur la décentralisation, moi, je pense qu'il y a une véritable ambiguïté sur cette question. Il y a bien évidemment des besoins et ils doivent être pris au plus près des territoires. Ce n'est pas une nouveauté. Ça fait des années qu'on dit que la question des attributions doit être remise au plus près des territoires si on veut que ça marche. Pas simplement parce que c'est important, parce que bien évidemment, vous ne développez pas du logement si vous ne vous sentez pas concerné par le sujet. Plus vous remontez le sujet, moins la personne se sent concernée en obligation. Et en plus, comme je le dis souvent, aujourd'hui, en plus, défendre les pâquerettes, les fourmis et les sauterelles, c'est quand même vachement important. Donc, mais faire du logement, c'est aussi important et je pense qu'il faut qu'on y revienne. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, par contre, pour moi, la politique du logement social, c'est une politique profondément issue de ce qu'est l'engagement républicain. Et l'engagement républicain, c'est une équité sur l'ensemble des territoires. Vous voyez ? Parce que sinon, là où on est riche, on se paye ce qu'on veut, et là où on est pauvre, on fait comme on peut. Et bien ça, c'est contraire au modèle HLM, il faut le dire. Donc une décentralisation peut-être, mais pas à n'importe quel prix. Très bien. Alors, ça m'intéresse parce que plusieurs fois, vous avez parlé de modèle. On a un programme qui date d'il y a 20 ans, qui a été un petit peu remis en question avec les émeutes urbaines qu'on a vécues en juillet 2023. Je parle du programme national de rénovation urbaine. Et j'aimerais... Alors, il nous reste un quart d'heure, donc je vous demande chacun d'être court parce que j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous dites à ces détracteurs? On a beaucoup réinterrogé cette politique, ce programme public. Qu'est-ce que vous en pensez? Marie-Noël, peut-être pour commencer, alors vraiment très rapidement pour qu'on puisse vous entendre. Premièrement, les détracteurs d'aujourd'hui étaient déjà les détracteurs d'hier. D'accord, donc ils n'ont pas changé. Ils disaient toujours c'est du lard pour les cochons, ça ne changera rien, etc. Parce que les couches populaires, ça ne vaut pas la peine de faire des efforts miraculeux. Deuxièmement, les émeutes. Les émeutes, ce n'est pas la crise du renouvellement urbain. Les émeutes, c'est la crise en partie. Alors, il y a la pauvreté, il y a plein d'autres choses. Mais il y a la crise de la mixité sociale. Il y a d'autres sujets, en fait. Et donc, dire que le logement... il est clair que plus vous avez de concentration de problèmes au même endroit, plus vous avez des risques de comportement, soit délictueux, soit de repli communautaire, soit tout ce qu'on veut. Et de ce point de vue, on n'a jamais imaginé que le renouvellement urbain allait à lui seul permettre la mixité des territoires, d'autant plus si on ne produit pas massivement du logement social sur l'ensemble du territoire, pour qu'on permette la mixité. Troisièmement, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le renouvellement urbain a coûté très 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 peu au budget de l'État. Je n'ai pas mes notes sous la main, mais des cacahuètes, 2 ou 3 milliards sur 10 ans, ou des sommes infimes. Qui a payé? Qui a payé le 1%? Et, l'APEC, là, comment, je ne sais plus, Action Logement, non mais je parlais de la... Bon bref, tout le monde m'a compris. Le 1%, les bailleurs sociaux, qu'on payait plus d'un tiers, et les collectivités locales. Donc ce n'est pas le budget de l'État, hein, ce n'est pas ça qui fait la dette publique, hein. Ce n'est pas ça qui fait la dette d'État, etc. Et ces sommes, quand vous les ramenez au nombre de gens qui vivent dans ces territoires, ne sont pas des sommes importantes au regard de bien d'autres aides fiscales que peuvent avoir les autres. Donc vous dites un retour sur investissement finalement qui est bien et c'est pas tout à prendre. Sauf qu'il y a effectivement à repenser un certain nombre de difficultés qu'on a pu avoir. D'abord le temps, le stop and go, là, ça il n'y a rien de pire, il faut que ce soit continu. Parce qu'il y a eu des opérations qui sont arrêtées, entre-temps ça s'est détérioré, etc. Pour que ça marche, il faut la continuer. Deuxièmement, c'est la question de la reproduction des logements démolis. Parce que comme on a voulu faire vite, on a souvent remis des logements sociaux sur le même territoire sans qu'il y ait un délai suffisant pour que la requalification rende ces territoires un peu plus attractifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc il y a certainement à repenser toute une série de ces choses-là, mais moi je défends mordicus que la France irait beaucoup plus mal si nous n'avions pas engagé le renouvellement urbain. Au moins, c'est clair. Jean-Luc Vidon, une petite réaction justement sur les critiques qui ont été émises. Moi, à ceux qui critiquent la rénovation urbaine, je voudrais opposer l'engagement des locataires et de leurs associations. Je voudrais opposer l'engagement au quotidien de nos gardiens,
de nos personnels de proximité dans les organismes HLM et de toutes les équipes qui, depuis des années et des décennies, œuvrent pour la cohésion sociale. Et je voudrais dire à ceux qui jouent un jeu dangereux qu'il ferait mieux de regarder ce que nous avons fait, de regarder ce que les acteurs du logement en proximité sont capables de faire pour faire en sorte que la politique de la ville devienne, autant que faire se peut, une politique de droit commun. Parce que le problème dans cette affaire, ce n'est pas la question de la rénovation urbaine. La rénovation urbaine, elle suit son cours. Il faut saluer le travail que mène le mouvement HLM, avec l'ANRU, avec Action Logement, avec la Banque des Territoires. Et elle va continuer avec ses plus et ses moins, avec ses difficultés, certes. Mais en tout cas, comme le disait Marie-Noëlle, regardons ce qu'il y avait avant, regardons ce qu'il y a aujourd'hui. Par contre, le vrai sujet, c'est la question de la politique de la ville. C'est la question de savoir si les quartiers dans lesquels vivent une grande partie des locataires que nous logeons, eh bien, sont des quartiers où on a normalement accès à l'école, où on a normalement accès à la santé, où on a normalement accès aux droits, où on a normalement accès à l'alimentation. Et là, la réponse est négative. Simplement, ce n'est pas la question seulement du mouvement HLM, c'est la question de la politique de la ville qui est à poser. C'est la question de la force qu'on lui donne. C'est la question des dispositions qui sont prises. J'entendais l'autre jour au comité exécutif de l'Union Stéphane Peu, qui est député de Seine-Saint-Denis, et qui nous racontait la situation dramatique dans laquelle se trouvent les écoles en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas le logement social, ça. Par contre, les acteurs du logement social, ils sont là, ils sont présents dans les quartiers, avec les militants associatifs, avec les habitants, avec leur personnel, pour essayer d'œuvrer, d'accompagner les locataires et de faire en sorte que des projets puissent naître. Et on le verra, et je termine par là, au cours de ce congrès, il y a plein d'initiatives intéressantes. Donc que les détracteurs de ces politiques viennent au congrès de l'ESH pour voir ce qui se passe dans la réalité. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'on abordera en plénière jeudi matin, plus globalement sur la sécurité, la tranquillité, que ça dépasse évidemment le cadre de vos sujets. Marcel Rogemont, alors un petit exercice que je vous demande, parce que si vous parlez trop longtemps, Valérie et Yannick ne pourront pas parler. Donc, Non, je vais être très court sur ça. On a une conclusion après. J'ai un petit mot de conclusion, mais là c'est rapide, hein, parce qu'il est déjà moins 10 et il nous reste 10 minutes. Je veux savoir si j'ai une conclusion possible ou pas. Oui. Je pense que vous pouvez profiter de maintenant. Ça va être très rapide. Je pense personnellement que les propos qui ont été tenus par Valérie Fournier, je les fais miens, comme ceux de Jean-Luc Vidon, comme les tiens, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Et donc je ne vais pas en rajouter. Il est évident que quand j'ai appris que la politique de la ville allait au ministère de l'Intérieur, je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Est-ce que l'ANRU va aussi au ministère de l'Intérieur? Ouf, c'est resté au logement. Ouf. Valérie Fournier, un mot sur la politique de rénovation urbaine avant de... Moi, je voulais juste revenir 5 secondes d'abord sur l'épisode de violence urbaine qu'on a eu, qui n'est pas, de mon point de vue, de même nature que ce qu'on avait pu avoir, notamment en 2005. En fait, on a, pour moi, un épisode qui est beaucoup plus proche, quelque part, du mouvement Gilets jaunes, c'est-à-dire il y a un rejet aussi des institutions du modèle et une espèce de repli, et ça on le sent beaucoup dans les quartiers aujourd'hui, de repli, c'est-à-dire qu'au lieu de se projeter vers l'avenir, on se replie sur soi. Et ça, c'est une vraie interpellation, y compris pour nos organismes. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'on n'a pas vécu tout à fait le même mouvement de violence, en tout cas avec les mêmes sous-jacents chez les jeunes des quartiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est exactement ce qu'a dit Marie-Noëlle. Je pense que la rénovation urbaine, elle a amélioré les quartiers et amélioré la vie dans les quartiers. Après, on ne peut pas simplement penser que parce qu'on rénove un bâti, on rénove toute une politique de la ville. Il faut trouver les leviers ils sont bien évidemment à mobiliser. Puis la troisième chose, c'est quand même l'absence de l'État sur la rénovation urbaine. C'est-à-dire que si on regarde le PLF de cette année, rien que 2024, c'est 50 millions. C'est-à-dire c'est rien. Et comme l'a dit Marie-Noëlle, ceux qui financent l'ANRU, c'est les organismes via les travaux qu'ils font et Action Logement. Donc quand l'État mettra-t-il de l'argent sur cette politique ? Yannick Borde, après je vous donnerai alors 1 minute chacun.
Pour conclure. Non, sur l'ANRU, je ne veux pas rajouter grand-chose. Juste, moi, je pense que ceux à qui il faut aussi poser la question pour savoir s'ils sont satisfaits de tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est les élus locaux. Et je pense que, globalement, la plupart, le ministre évoquait ce matin dans sa ville d'Angers les 2 territoires ANRU. Il se trouve que c'est un territoire sur lequel moi j'interviens. Même si ça ne résout pas tout, même si c'est très lent, même s'il y a des choses qu'on peut rater, je pense notamment à la mixité sociale, qui n'est pas évidente. C'est pas facile de reconnecter un quartier, c'est pas facile de lui redonner une image. Voilà, donc ça prend du temps, mais globalement, je pense que tout le monde, collectivités locales, acteurs du logement, tous ceux qui sont autour de nos activités, considèrent que si ça n'avait pas été fait, ça serait sans doute pire. Donc voilà, maintenant, il y a des choses qui restent à améliorer. Je pense par exemple au sujet des copropriétés, qui n'est pas nécessairement un sujet très facile et très facilement abordé, très facilement traité. Mais globalement, la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était dans beaucoup de quartiers par rapport à il y a une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Alors on arrive à un petit moment de conclusion parce qu'on a abordé déjà pas mal de choses sur le constat, le PLF, le projet de loi de finances, les émeutes et puis la politique, le programme de rénovation urbaine. Un petit mot chacun pour conclure. Vous pouvez, Yannick, démarrer la danse. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est qu'on est tous, toute la chaîne aujourd'hui, complètement impactés. Et je pense que cette crise qui, comme ça a été dit, n'est pas conjoncturelle. Il y a un moment conjoncturel. Là, il faut qu'on trouve des solutions pour arrêter la chute, calmer certaines déprises et puis repartir. Mais ça va aussi devoir, je pense, encore accélérer les échanges entre nous, entre les différents acteurs de la filière. Parce qu'on est tous très interdépendants les uns des autres. La promotion immobilière a besoin du parc social, le parc social a besoin de la promotion immobilière, on a besoin des administrateurs dans un certain nombre de situations, on a besoin d'aménageurs, on a besoin des collectivités locales. Voilà, il faut que tout ça se reparle, peut-être de façon beaucoup plus constructive et plus simple, et qu'on se dise qu'on n'est pas en train de résoudre une crise, on est en train de changer d'époque un peu sur la problématique du logement. Ce que disait Marie-Noëlle en introduction, en disant qu'on change un peu de paradigme en ce moment. Valérie Fournier, un mot de conclusion. Écoutez, moi je continue à être optimiste par nature, donc j'espère qu'on va enfin avoir des propositions qui nous permettront de travailler et d'avoir confiance. Merci, donc une touche d'optimisme pour terminer, c'est toujours bien. Très bref, pour dire qu'il faut qu'on plaide résolument qu'il y a des besoins de logement partout et de logements sociaux partout. Arrêtons d'opposer les métropoles, les banlieues, les villes moyennes et les zones rurales. Et ce n'est pas la décentralisation qui, à elle seule, même si elle permet d'évaluer mieux les besoins du terrain, va garantir l'égalité républicaine, car on l'a bien vu par le passé. Rappelez-vous l'APA, on a mis l'APA au département, puis on s'est dit, ben non, il faut unifier les barèmes, parce que selon que vous serez puissant ou misérable. Donc, le logement social, pour une large part de la population, pour un pacte républicain, sur l'ensemble des territoires, accession comme location. Merci beaucoup. Marcel Rogemont. Oui, désolé de faire une conclusion comme ça vient d'être fait. Si je n'intervenais pas sur l'action qui est menée par la Fédération, ce ne serait pas normal. Donc, je veux rappeler une chose sur l'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. La Fédération des offices a diffusé une analyse chiffrée depuis déjà des lustres sur l'emploi de cette participation. Elle montrerait très probablement qu'Action Logement bafouerait le principe légal de non-discrimination, article 313-17-3 du CCH. Cette analyse documentée a été diffusée au gouvernement, a été présentée à Action Logement, a été présentée à l'ensemble du mouvement. Et voilà que le 3 juillet, l'Ancols produit une étude fouillée sur l'emploi de cette participation. Elle entérine parfaitement l'analyse de la Fédération. Plus même, le 26 juillet, paraît une directive d'application de la nouvelle quinquennale. Elle nous propose un chemin de croix pour obtenir des financements. Rien à voir, selon nous, je dis bien selon nous, avec l'application du principe de non-discrimination. Vous avez 2 mois pour contester jusqu'au 27 septembre 2023. La Fédération a donc décidé de passer du dire au faire. Elle a adressé sur la directive, l'une et l'autre sur le passé, 2 recours administratifs provisoires, c'est-à-dire des recours gracieux, dits en langage administratif. Bien sûr,
Sans réponse à ces recours gracieux, nous regarderons du côté de la justice pour dire le droit. Ce n'est pas notre objectif, mais ce n'est pas notre objectif non plus de déposer ces recours. Mais demain, si nous nous engageons sur cette voie, ce ne sera alors que la conséquence des absences de réponse aux questions que nous avons posées depuis des lustres et que nous ne faisons que rappeler avec ces recours gracieux. Il est clair pour nous, au moins, que réclamer l'application du droit n'est pas fautif. Mille excuses d'en parler de cette façon, mais c'est parce qu'il est important que les choses soient claires et clairement dites. Maintenant, ça n'empêche pas, comme le disait tout à l'heure Valérie, que l'argent d'Action Logement finance notamment les politiques publiques, cœur de ville, l'ANRU, etc., qu'elle finance aussi pour les personnes physiques, etc. Ce n'est pas de cela dont il s'agit de l'argent qui, normalement, doit aller vers le logement, et notamment le logement social. C'est de cela dont je parle. Et quand l'analyse que j'ai produite est conforme à celle de l'ANCOLS, et que le temps pour lesquels les recours sont nécessaires, je suis désolé que ça soit arrivé avant le Congrès. Je ne l'ai pas voulu, ça. Je n'ai pas voulu non plus foutre le bordel dans le Congrès. Ce n'est pas ça que j'ai voulu. Je demande simplement des explications si les analyses que je porte, que la fédération porte, sont-elles, oui ou non, exactes. Si elles sont exactes, à ce moment-là, nous demandons des comptes. Je n'affirme pas, je pose des questions, je n'ai pas de réponse, j'agis. En tout cas, le message est passé. Merci. Merci Marcel Rogemont. Jean-Luc Vidon, un mot de conclusion par rapport à tout ce qu'on a abordé au contexte actuel. Oui, en conclusion, moi je dirais qu'il y a un projet de loi de finances. J'espère qu'il n'y aura pas seulement un vote du Parlement, mais qu'il y aura un débat. Un vrai débat. Un vrai débat, parce que la politique du logement, qui est un droit essentiel, mérite un débat dans la situation d'urgence sociale, d'urgence économique et d'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons. Derrière le débat, derrière les chiffres, il y a des vies. Nous logeons 11 millions de personnes. Nous estimons que ces questions, ce que nous abordons aujourd'hui au Congrès, et puis les messages que nous portons à l'État, méritent un débat. Nous souhaitons être entendus. Merci beaucoup, en tout cas merci à vous tous pour toutes les questions que vous avez posées, aussi les attentes que vous avez mentionnées, les espoirs aussi, parce qu'on garde les touches d'optimisme, parce que c'est important dans un contexte si difficile.